Allez, on va vous parler de la transe cognitive auto-induite et un petit peu comment on est passé de la transe chamanique à la transe cognitive en réalisant que c'était un potentiel cognitif en fait et que tout le monde avait accès à cet état, plus ou moins facilement bien sûr, mais tout le monde y a accès. Donc, pour moi ça a commencé il y a 21 ans maintenant, ça ne me rajeunit pas. En 2001, je devais faire un reportage pour la BBC et sur les mystères mongols. Dans les mystères mongols, il y avait bien sûr le chamanisme. Ce que je sais du chaman à l'époque, c'est qu'il induit un état de transe grâce à un gros tambour qui fait 1 mètre de diamètre pour les hommes et 80 cm de diamètre pour les femmes. Et que jouer de ce tambour lui permet d'accéder à un état de transe. Et cet état de transe va lui permettre quoi? La communication avec ce qu'ils appellent le monde des esprits. Pour eux, le monde des esprits est fondamental, c'est-à-dire que quand j'arrive là-bas, leur rapport à l'invisible est quelque chose que je n'imaginais pas, que je ne comprenais pas, et chaque fois qu'ils devaient prendre une décision importante pour la communauté, le chaman devait aller demander leur avis à ce monde des esprits. Alors comment ils demandaient leur avis à ce monde des esprits? Justement grâce à la transe qui lui permettait d'entrer en contact avec ce monde des esprits et de poser des questions. Alors, tout ça était très mystérieux encore pour moi. À l'époque, il y a une moyenne de 30 chamans à peu près pour 3 millions d'habitants, c'est-à-dire 0,001% de la population. C'est ce que représente la moyenne depuis des siècles. Aujourd'hui, inutile de dire qu'avec le tourisme chamanique, il y a plus de 3000 chamans, bien sûr, qui sont pour la plupart des faux chamans. Mais la moyenne reste à peu près la même de chaman authentique. Alors quel est le rôle du chaman? Quand on va consulter un chaman, en général, c'est que on a des problèmes, bien sûr. Et le rôle du chaman, ce ne sera pas de guérir. Là, il faut bien comprendre qu'en Mongolie, le rôle du chaman, c'est pas de guérir, c'est pas le rôle d'un guérisseur, c'est le rôle d'un réparateur, en gros, d'un lien qui aurait été rompu entre le monde des esprits et le monde des humains. Donc une cérémonie chamanique s'appelle une réparation et pas une guérison là-bas. Et donc le tronc commun à tous les chamans, c'est lorsqu'un consultant arrive avec un problème, s'il y a un problème, c'est que pour eux, dans cette tradition, les esprits ont été énervés. Pourquoi? C'est une interprétation, bien sûr. Parce que y a quelque chose qui a été fait et qui a manqué de respect. Alors, ou au rituel, ou à sa nourriture, ou à son voisin, ou à son troupeau. Donc pour eux, la source de tous les problèmes, c'est le manque de respect. On ferait bien d'en prendre de la crème. Hein. Et donc ce manque de respect va poser pour eux et être à l'origine pour eux de ce qu'ils appellent un busard. C'est une souillure. Souillure qui va nous arriver à nous. Par exemple, on parle beaucoup des abattoirs aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe dans les abattoirs? Quand un animal est tué avec cruauté, non seulement la personne qui a tué l'animal avec cruauté, mais l'animal lui-même vont être souillés par ce qu'ils appellent ce busard. Et donc celui qui va manger cette viande, même s'il n'a pas tué l'animal, va hériter de ce busard. Donc le busard peut venir de plein de manques de respect possibles. Et donc le rôle du chaman, ça va être d'essayer de trouver l'origine de ce busard. Mais lui n'a pas la réponse, lui il est juste un intermédiaire, donc il va entrer en transe pour aller poser la question aux esprits et essayer d'obtenir une réponse qu'il va ramener au consultant en disant voilà, les problèmes viennent d'une identification qui correspond un petit peu d'un point de vue symbolique à notre identification d'un diagnostic aujourd'hui. C'est-à-dire que quand on dit au consultant ben voilà ton problème, la raison c'est ça, ça, ça et ça peut être transgénérationnel, hein, chez eux, ils ont vraiment cette notion aussi, ça joue ce rôle c'est rassurant. Après, au niveau du rituel, psychologiquement il est très bien étudié, c'est-à-dire que le chaman va donner quelque chose à faire à la personne, il va lui donner aussi des éléments de support qui sont ce qu'on appelle des gris en Afrique, qui sont des objets que la personne va pouvoir garder. Par exemple aussi on peut brûler le problème, c'est-à-dire que le problème va être physiquement brûlé parce qu'il va être représenté par une poupée ou quelque
quelque chose sur l'autel, et donc il va être détruit symboliquement. Voilà. Donc eux savent très bien que l'humain a besoin de concret, et de ritualiser le rituel est une ritualisation bien sûr, mais ça va aider le participant à changer d'état, et à récupérer une confiance qu'il a perdue au fur et à mesure des mois où il a eu ces problèmes récurrents, dont en général sont des gros problèmes, où il y a tout le troupeau qui meurt, des membres de la famille, des maladies. Voilà. On n'y va pas juste pour un petit problème qui est normal. Hein. Voilà. Alors pourquoi pense-t-on avoir été abandonné par son ciel? Voilà. Alors quand on a un problème, on dit là-bas qu'on a été déserté par son ciel, ça veut dire que les esprits ont abandonné la personne, c'est-à-dire qu'ils ne vont plus conseiller la personne. Pour eux là-bas, c'est vraiment un énorme, un petit peu comme le bannissement dans les populations d'Amérique du Nord, dans toutes les populations d'ailleurs. Et donc c'est la pire des punitions, ça veut dire que simplement on ne peut plus profiter de l'expertise des esprits et de la vie des esprits parce qu'ils ne s'intéressent plus à nous. Alors pourquoi ils ne s'intéressent plus à nous? Parce qu'on ne les a pas respectés justement, et qu'en ayant fait les actes à l'origine de ce manque de respect, on les a énervés en fait, parce que dans la tradition, les esprits sont les garants du maintien de l'harmonie dans le monde. Donc dès qu'on dérange cette harmonie, eh bien ça va les énerver parce que il faut remettre de l'ordre dans tout ça. Alors comment ils vont vous prévenir justement que vous êtes en train de créer une dissonance dans cet équilibre? Ils vont commencer par vous envoyer des problèmes, et puis de plus en plus gros. Voilà, c'est comme ça qu'ils identifient, eux, cette arrivée des problèmes. Donc là, quand on est abandonné par son ciel, c'est grave. Alors on va voir le chaman. Et là, donc les causes principales de la disharmonie avec le ciel, c'est ce dont je vous parlais, c'est ce manque de respect. Quelque chose qui est... Donc le rôle du chaman, ça va être de découvrir pourquoi et en quoi ce manque de respect a causé l'énervement des esprits. Donc une fois que ça, le chaman a eu la réponse, il va la transmettre aux participants, et ils vont faire le rituel qui est censé réparer ce manque de respect. Alors la notion là-bas de chaman qui fait tout, qui est le chaman qui a un antibiotique, ça n'existe pas. Hein. Vous avez vu à quel point c'est perverti ici. On pense que le chaman il va tout guérir pour nous parce qu'on est des feignasses et qu'on n'a pas l'habitude de se prendre en charge. Là-bas c'est pas ça du tout. Là-bas le chaman va dire voilà, moi j'ai trouvé, les esprits m'ont dit quelle était l'origine du problème, symbolique bien sûr, maintenant tu fais en sorte de ne pas recommencer, donc de ne pas manquer de respect ou de faire en sorte de surveiller qu'il n'y ait pas de manque de respect envers tout ce en quoi on doit avoir du respect. Donc la personne, le consultant le sait, c'est vraiment lui qui est responsable de la possibilité de changer ce fait. Alors voilà le chaman mongol, donc elle c'est une satane, c'est Inktuya, celle qui m'a formée, mais c'est un chaman homme de l'ethnie des Dahad, donc il y avait un autre costume avec qui j'avais vécu la première cérémonie où le son du tambour avait vraiment provoqué une transe chez moi. Et donc là, vous voyez que les costumes sont en général les mêmes, c'est-à-dire qu'il y a toujours une coiffe, un manteau, un tambour, mais que suivant les cultures, il y a à peu près 30 ethnies en Mongolie. Donc ça, ce sont les tsatanes. Et donc il y a toujours le tambour, le costume, le battoir pour le tambour, et la coiffe. Donc tous ces éléments-là sont destinés à protéger le chaman du voyage vers le monde des esprits dans lequel il va se rendre pour essayer d'obtenir des réponses. Parce que dans ce monde des esprits, il n'y a pas que des gentils esprits. Il y a aussi des entités qu'ils appellent néfastes. Alors la voilà sans son costume. Donc ce sont des éleveurs de rennes, vous voyez. Ce sont les seuls Tsatanes en Mongolie qui élèvent des rennes, parce qu'ils sont une population qui a été séparée, qui est de Sibérie d'origine, et quand la frontière entre la Mongolie et la Sibérie a été modifiée, une partie des Tsatanes sont retrouvés en Mongolie, une partie est restée en Sibérie chez les Tourans. Donc voilà le costume. Donc avant une cérémonie, la préparation de la cérémonie, ça c'est le tambour. Donc avant une cérémonie, on va toujours installer le tambour près du poil, au-dessus du poil, de façon à ce que la peau puisse se tendre. C'est une peau naturelle, c'est pas du synthétique. Donc si on la chauffe pas pendant une journée avant la cérémonie, elle va faire ploc-ploc et c'est tout. Voilà. Donc c'est très important de la préparer. Donc le jour de la cérémonie, le chaman sort tout ce qu'on appelle les ongotes, c'est-à-dire les représentations des esprits.
et va les honorer, commencer à faire un autel où il va commencer à honorer les esprits en mettant des offrandes. Et puis les consultants, qui sont dans le tipi, eux ils vivent dans des tipis, hein, ce sont les seuls en Mongolie aussi. Donc les consultants vont apporter des offrandes pour demander la contribution des esprits. Voilà, vous avez une idée de comment se déroule une cérémonie chamanique. Donc les consultants sont autour du chaman. Le chaman a un assistant avec lui qui va le tenir, parce que pendant la transe, il n'a pas conscience de ce qui est autour de lui. Et il risque surtout de s'abîmer, de tomber sur le poil. Donc il y a toujours un assistant qui s'appelle le touchi qui le tient et qui va préparer le costume, qui va brûler l'encens, tous les éléments qui vont permettre de purifier le costume et tous les éléments rituels qui vont permettre de faire le rituel. Donc c'est lors d'une cérémonie comme ça, donc la première à laquelle j'ai assisté, pendant laquelle le tambour m'a fait un effet auquel je ne m'attendais pas, qui était de vivre une transe, justement. C'est-à-dire que j'ai eu l'impression de devenir quelque chose que je n'avais pas l'habitude d'être, que je n'avais pas encore identifié, qui était l'impression d'abord de sauter, de bouger, l'envie d'attraper le tambour, une envie irrépressible. Là, je lui ai sauté dessus. Je ne le vis pas toujours. Et en fait, on s'est battu avec le chaman, et à un moment, il a fallu qu'il décroche Kiki de lui, qu'il lui tenait son tambour. Ça se fait pas du tout. Hein. Et donc, il m'a envoyé un coup de poing dans l'estomac, dont j'avais pas idée. C'est Nara, l'amie mongole qui m'avait accompagnée, qui m'a raconté ça. Elle m'a dit, t'as donné un coup de poing dans l'estomac pour te décrocher de lui. T'as fait un vol plané de 3 mètres en arrière. Et je me suis dit, bah, ça y est, il l'a tué. Hein. Parce que c'était très violent. Et ma réaction par terre, ça a été... C'est rigolo ce jeu, tiens. Voilà. Donc tout ça pour vous dire déjà que la notion de douleur, elle n'est pas du tout la même quand on est dans cet état, et que j'ai rien senti. Et sinon l'information, c'était oui, mais ça m'a pas fait mal. Et donc là, le chaman après a discuté avec Nara. Il a mis 2 heures à me ramener de cet état déjà. Dans lequel j'étais partie, j'avais l'impression d'être quelque chose que je ne connaissais pas. Je me mettais à hurler comme un loup, en plus de lui avoir sauté dessus, d'avoir attrapé son tambour, d'avoir sauté dans tous les sens. Et ce que je dis aujourd'hui, c'est que j'avais un besoin irrépressible de faire ça. C'est quelque chose qui a émergé de moi, mais j'avais besoin de faire ça, j'avais envie vraiment de faire ça. Et je ne savais pas encore qu'on pouvait l'arrêter, mais je n'avais pas du tout envie de l'arrêter de toute façon, parce que c'était vraiment quelque chose dont j'avais besoin. On va voir après dans la manifestation des trans. Donc en sortant de là, le chaman a dit à Nara, mais pourquoi tu m'as pas dit qu'elle était chamane? Donc pour eux, si le tambour m'avait fait cet effet, ça voulait dire que j'avais reçu ce qu'ils appellent l'étincelle chamanique, et que donc leur mission à eux, c'était de me former à tout ça, à tous ces rituels. Voilà, donc en général, dans le tipi, pendant la cérémonie, il n'y a que le chaman qui est en transe. C'est pas comme dans d'autres cultures où l'ensemble participe. Là, il n'y a que le chaman qui est en transe, sauf quelques-uns, de temps en temps, 1 sur 100 000 qui va déclencher une transe quand il a reçu l'étincelle chamanique. Donc, le deal était là. Il a dit, dans la mesure où les esprits ont décidé ça pour toi, tu dois suivre cette formation. Vous imaginez que je n'ai pas dit oui. Ils sont à la frontière de la Sibérie quand même. Hein. Et j'avais juste un peu d'autres projets. Et après, il m'a parlé encore de l'invisible. Il m'a dit, mais les chamans peuvent communiquer avec les morts, avec l'invisible, avec tout ça. C'est invisible qui m'avait tellement étonnée au départ. Et là, pendant cette transe, j'avais eu des images pendant la transe, les yeux fermés, j'avais eu des images, j'avais eu des tas de choses. Il s'était passé quelque chose de différent que je ne connaissais pas. Et là, je me disais, mais pourquoi ma culture à moi, si savante, ne m'a pas prévenu que ça pouvait m'arriver parce que moi, je connaissais l'idée qu'on avait des chamans en Occident qui étaient plutôt psychopathologiques ou des simulateurs, c'est-à-dire, ils faisaient semblant. Et là, je voyais bien que c'était pas semblant, il se passait vraiment quelque chose qui, pour moi, n'était pas pathologique dans la mesure où je suis sortie de cet état et je suis redevenue exactement comme j'étais avant. Sauf qu'en Mongolie, ils vous disent des chamans, et en Occident, quand je suis rentrée, mon médecin m'a donné la carte du psychiatre. Je t'ai vexée, quand même. Mais ça m'a motivée,
pour essayer de comprendre et de démontrer, parce qu'après j'y suis retournée bien sûr, parce que l'idée de pouvoir communiquer avec les morts, j'étais en plein deuil bien sûr, et ça a été pour moi une source d'espoir, parce que ma culture non plus ne me donnait pas d'espoir pour aller entrer en contact avec les personnes décédées, et moi j'avais envie désespérément de retrouver l'autre, et donc eux me parlaient un langage qui m'intéressait, qui me faisait un peu bizarre, mais qui m'intéressait en même temps. Donc je veux dire, si ma culture s'est trompée sur ce qui m'est arrivé là, pourquoi elle ne se serait pas trompée aussi sur le rapport aux morts? Alors peut-être qu'eux, ils ont des solutions que ma culture savante, elle n'a pas trouvées. Voilà, ce qui m'a poussé finalement à y aller. Donc j'y suis allée, le tarif c'était 3 ans pour la formation. Et donc j'y suis allée, j'ai demandé, je ne peux pas passer 3 ans à la frontière de la Sibérie, là, ça c'est pas possible. Et donc ils m'ont dit, mais tu vas faire une formation alternée. Hein. Donc j'y suis allée plusieurs mois par an, pendant 8 ans, voilà, au résultat. Et ça s'est révélé passionnant parce qu'une fois que je suis revenue de la surprise qu'avait été cet état, j'ai pu petit à petit entrer dans leur culture, comprendre un petit peu comprendre ce que ça voulait dire, non, mais en tout cas voir de quoi ils parlaient. Voilà, et mieux comprendre de quoi ils parlaient, l'expliquer, je ne pouvais pas l'expliquer, sinon que le tambour provoquait en moi, dans mon cerveau, une modification qui pouvait expliquer cet état. Donc, je n'ai eu qu'une envie, quand mon médecin m'a donné la carte du psychiatre, de démontrer que, c'était pas vrai, que cet état-là était super intéressant, parce qu'on avait plus de force, qu'on avait une distorsion de la notion du temps, qu'on ressentait moins la douleur, ça vous avez pu le voir, puis vous avez vu la taille du tambour, en Mongolie, on est capable de tenir 4-5 heures, il fait 8 kilos quand même. 8 kilos sans problème, hein, voilà. Et donc ça, ce sont des protocoles, justement, on va en parler tout à l'heure, pour mesurer objectivement, on le fait avec le CHU de Liège, si effectivement pendant la transe, quelle est la perception de la douleur, et est-ce que la force est augmentée ou pas. On est en train de le mener. Et cette notion de dépersonnalisation, donc dissociation, parce qu'on se voit en train de faire quelque chose, et la notion de dépersonnalisation, quand tout d'un coup on vit quelque chose qu'on n'a pas du tout l'habitude de vivre, comme l'impression d'être un loup. Mais là, le loup, c'est pas que ça, hein. Bien sûr, il y a toute une palette d'animaux, de végétaux, de personnages. C'est pas toujours un animal. Il n'y a pas de notion d'animal totem en Mongolie. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas juste en Mongolie. C'est toutes sortes d'animaux, mais aussi de personnages, de végétaux, et de minéraux même. Parfois, on peut être un rocher, tout simplement. Alors, on en reparlera tout à l'heure. Et la notion d'information, c'est-à-dire que tout d'un coup, on a accès à des informations auxquelles on n'a pas ou peu accès dans un état de conscience ordinaire, qui est la même intelligence probablement que l'intuition. Hein. Tout d'un coup, on a une évidence qui arrive comme ça, quelque chose qui nous dit quelque chose, donc qui sont un accès différent à l'information, en tout cas. Ben oui, pourquoi ? Donc, en rentrant en France, après l'expérience chez le médecin, je me suis dit, il faut absolument que je trouve des chercheurs qui vont permettre de démontrer ce qui se passe dans mon cerveau, parce que pour moi, la seule façon de démontrer que c'était pas une simulation, c'était de passer par les EEG, hein, et par les sciences dures, parce que sinon, on n'y arriverait pas. Et j'aurais beau parler, les anthropologues, ils peuvent raconter tout ça, mais ça sert à rien, quoi. Voilà. Donc, je me suis dit, il n'y a que les neurosciences et des EEG qui vont pouvoir donner une vraie... ou alors ce sera définitivement je serai folle, ou alors ça va montrer que la transe modifie le comportement du cerveau, ce dont j'étais persuadée. Donc le premier que j'ai rencontré, c'était en 2006, hein, il a fallu 5 ans pour arriver à le rencontrer. C'est un copain qui s'appelle Mathieu Vidard, qui avait une émission sur France Inter qui s'appelait à l'époque, j'ai oublié, la tête au carré. Et donc lui, je lui avais dit, mais tu connaîtrais pas dans tes scientifiques quelqu'un qui pourrait m'écouter, quoi, juste m'écouter sans m'envoyer chez le psychiatre. Et au bout d'un moment, il m'a téléphoné, il m'a dit, je crois que j'en ai trouvé un, là, il est pas mal. Et c'était Pierre Etévenon, donc c'était un ancien directeur de recherche de l'INSERM, qui lui a travaillé sur la méditation. Dans les années 70, il a été un des premiers à dire que la méditation modifiait le comportement du cerveau. À l'époque, il s'est
il s'est fait très mal voir, et il est parti à Princeton, il est parti aux États-Unis pendant quelques temps. Et en fait, l'évolution de l'imagerie cérébrale a montré qu'il avait raison. Et donc lui, il m'a dit, ah ben oui, moi ça m'intéresse votre truc, je veux bien que vous me fassiez une démonstration. Voilà. Donc je suis allée chez lui faire une démonstration, j'ai pas pris le costume, hein, mais juste le tambour. Et j'ai fait une démonstration. Quand j'ai terminé, il a dit, oui, effectivement, il se passe quelque chose. Donc là, ça m'a fait du bien, déjà. Et il m'a dit, mais ce serait vraiment bien de faire un EEG de votre cerveau, sauf que vous ne réunissez pas du tout les conditions de réalisation d'un EEG dans un laboratoire. Un, vous sautez dans tous les sens, là. Et puis deux, vous avez le tambour. Qu'est-ce qu'on fait d'un tambour dans un laboratoire? Vous allez avoir les électrodes accrochées à l'ordinateur, ça ne va pas aller. Les méditants, c'est facile, ils ne bougent pas. Voilà, donc il m'a dit, bah, je vous mets les cartes en main, il va falloir vous passer du tambour, donc essayer d'induire la transe par la seule volonté. Voilà. Et donc c'est cette contrainte, en fait, qui a été à l'origine, le départ de tout. Grâce à mon envie féroce d'aller voir ce qui se passait dans mon cerveau, j'ai réussi, en m'entraînant un peu, à déclencher la transe par la seule volonté, ce qui était, aucune tradition dans le monde ne déclenche la transe par la volonté. Il y a toujours une induction qui est, vous l'avez vu, le tambour, la danse, les plantes psychoactives. Donc j'ai réussi, on en parlera tout à l'heure, je vais avancer. Et donc, quelques temps après, je suis retournée le voir, je lui ai fait une démonstration en induction volontaire, donc sans le tambour, et il m'a dit, bah là c'est bon. Donc il m'a envoyé à Edmonton, au Canada. Voilà, donc il est évident que je ne pouvais pas aller comme ça dans le laboratoire de recherche. Ça c'est mon tambour et mon costume. Vous voyez les dents là derrière? C'est des dents de loup. Alors, à Edmonton, je me suis retrouvée dans un hôpital psychiatrique, justement, dont le service de psychiatrie adulte était dirigé par le professeur Florent Henry, qui, lui, était prêt à faire un EEG. Donc, j'ai donc fait une démonstration devant une quinzaine de psychiatres, neuropsychiatres là-bas. Évidemment, quand j'ai terminé, parce que j'ai fait des tas de bruits, avec plusieurs voix, les oiseaux, les machins, plein de choses, quoi, voilà. Et donc, les premières impressions, c'était que bah oui, c'est un dédoublement de personnalité, bon, un violent, hein. Ou même un syndrome de personnalité multiple, je ne sais pas comment vous appelez ça, vous, chez vous. Et après, il parlait de méningite limbique, il parlait de tout ça qui pouvait provoquer ce truc-là. Voilà. Mais en même temps, ils avaient bien conscience que, comme j'en revenais, la pathologie n'existait pas. Et donc, ce qui les étonnait le plus, c'était comment on pouvait déclencher un état juste par la volonté qui ressemblait tant à certaines formes des pathologies qui suivaient, et sans qu'il y ait de séquelles, et qu'on en revienne comme ça juste par la volonté. Voilà. Donc Florent Henry a dit on va faire une analyse de son cerveau, et donc alors d'abord je vais vous montrer le passage de la transe chamanique à la transe, voilà, qu'on a vite appelée transe cognitive auto-induite par la suite, vous comprendrez pourquoi. Et donc je vous montre quelques extraits de la façon dont ça se passe, c'est-à-dire que le déclenchement se fait par la seule volonté. Tous les sons qui sortent, les chants qui sortent, vous allez entendre un langage, à part des transeurs connaissent, ça sort tout seul. Et vous voyez que tout ça est spontané, il n'y a aucune décision de ma part de faire des sons, des chants. Voilà. Les capacités qu'on a dans cet état-là, elles sont vraiment différentes de celles qu'on a dans un état de conscience ordinaire, parce qu'on est capable de faire des choses qu'on n'est pas du tout capable de faire dans un état de conscience ordinaire. C'est ce que nous, on appelle l'apprentissage intuitif. C'est-à-dire que tout d'un coup, vous allez voir la longueur des sons, vous allez voir le chant, la tessiture, c'est absolument étonnant. Alors on suppose aujourd'hui que grâce à une légère inhibition du cortex préfrontal, c'est les neurosciences qui nous ont dit ça, c'est qu'il y a moins, on se donne davantage l'autorisation de faire des choses, et puis elles sortent toutes seules. Et voilà. C'est beau, hein, hein. C'est très, voilà, mais on retrouve des mouvements de tai chi, de qigong, de tout ça fait partie du patrimoine de l'humanité. Et là, tout d'un coup, on retrouve tout ça. On comprend très bien d'où viennent toutes ces techniques. Elles ont été impulsées, elles ont émergé de certaines personnes qui ont su les enseigner après. Et on les retrouve très naturellement dans ce. Donc, quand on forme des gens à la transe aujourd'hui, ils peuvent retrouver, quand ils pratiquent les arts martiaux, ils peuvent repratiquer les arts martiaux en état de transe, donc en mettant la transe dans la forme et redécouvrir un tai chi qui est leur propre tai chi et qigong.
Voilà, et voilà donc le professeur Florent Ry, avec le premier casque EEG, il y avait 48 électrodes à l'époque, c'est en 2007. Et l'idée, c'est de faire un EEG de mon cerveau au repos, donc j'ai rien à faire, et un où je vais induire une transe. Mais une transe très légère, parce que j'ai pas le droit de bouger. À l'époque, j'ai encore le nez un peu qui bouge, et un peu comme ça. Et voilà, mais je dois bouger le moins possible pour éviter les artefacts musculaires, hein, vous savez, que sinon c'est les tracés du muscle qui apparaissent plutôt que ceux dus à la transe. Eh bien, je vais laisser la parole à Audrey. Ça marche comme ça. Donc je prends temporairement la parole pour vous présenter finalement les résultats de cette première étude. Donc la première prouesse de Corinne, ça a été quand même de réussir à finalement transer dans un laboratoire de recherche, sans bouger, sans le tambour. Donc ça, c'était quelque chose qui en fait n'avait jamais été fait. La seconde prouesse qu'elle a réalisée, ça a été de créer tout un paradigme, une procédure pour que finalement tout un chacun puisse apprendre cette technique. Mais en tout cas, la première prouesse d'un point de vue d'une neuroscientifique, c'est celle-là. C'est d'avoir été capable de se mettre dans un état pour que l'on puisse finalement mesurer ce que son cerveau émettait dans cet état. Donc les deux questions majeures, comme elle l'a souligné, c'était déjà de savoir si cet état, ça représentait un état pathologique en fait. Enfin, je pense que c'était très particulier pour elle dans son vécu, et aussi de se dire mais qu'est-ce qui se passe là, qu'est-ce que c'est que cette manifestation de cet état. Et donc les auteurs en fait ont comparé finalement les différents tracés de l'électroencéphalogramme de Corinne à une banque de données, d'autres données issues de femmes qui étaient soit des sujets féminins donc normaux, schizophrènes, maniaques ou déprimés. Et la deuxième question sous-jacente à cette première étude, donc c'est une étude de cas qui est seulement basée sur le cerveau de Corinne, en fait, c'était de savoir déjà d'avoir les premières pistes des altérations du fonctionnement cérébral qui accompagnent l'état de transe chamanique. Donc là, on parle d'un état de transe chamanique. Donc il y avait quelques hypothèses qui étaient déjà formulées sur des différences interhémisphériques, c'est-à-dire sur des différences de fonctionnement de l'hémisphère droit et de l'hémisphère gauche. Alors très, très rapidement, en fait, avant de rentrer un petit peu dans le détail, je vais passer assez vite sur les études de cas, mais déjà, je ne sais pas si vous êtes familier avec la notion d'onde cérébrale, les oscillations cérébrales. En fait, le cerveau émet des signaux sous la forme d'électricité, un signal électrique, et en fait, dans ce signal, on peut en extraire, disons, des bandes de fréquences, des signaux d'une certaine fréquence. Et communément, on a organisé ces grandes fréquences en sous-bandes qui vont aller de la bande delta à la bande gamma. Donc delta étant les ondes les plus lentes et gamma les ondes les plus rapides, qui ont une fréquence la plus élevée. Et en fait, ces différentes ondes ont historiquement été associées à des états de veille, de veille jusqu'au sommeil, en fait. C'est comme ça qu'on les a détectés. Et on leur a associé des états et petit à petit des processus particuliers. Par exemple, les ondes delta sont communément observées que lorsqu'on est dans un sommeil profond. Et à l'inverse, les ondes les plus rapides, les ondes gamma, seraient beaucoup observées dans les moments où on est, par exemple, en train de lier des concepts sophistiqués, ou lorsqu'on fait des processus cognitifs très élaborés, etc. Donc voilà, tout ça c'est en construction, c'est-à-dire quelle onde correspond à quoi comme mécanisme, ça se construit au fur et à mesure, mais bref. L'idée c'était de savoir quel changement de ces ondes observe-t-on dans le cerveau, accessoirement de Corinne, pendant un état de transe chamanique. Et en fait, ce que l'on sait, c'est qu'associé, je vous ai dit, les oscillations cérébrales, ces différentes bandes de fréquences, elles sont associées à des états de veille ou de sommeil, mais également aussi, sans doute, à des états différents de conscience, finalement. Par exemple, les ondes alpha sont, d'une part, les ondes qu'on observe le plus souvent de façon majeure dans les cerveaux humains adultes,
mais elles sont aussi très associées à un état de relaxation, par exemple, quand on est dans un état de vigilance un peu moins élevé. Bref. Et du coup, on a déjà quelques informations sur quels sont les changements de ces ondes lorsque l'on est dans ce qu'on va appeler un état de conscience modifié. Donc, je vais revenir un petit peu après pour placer la transe finalement dans ce champ, dans le panel d'états modifiés de conscience. Et donc dans la littérature, par exemple, on observe parfois une plus grande proportion, une plus grande amplitude des ondes alpha. On va observer aussi une augmentation de la puissance des ondes gamma. Voilà, donc on a des changements, globalement, on a des changements dans le pattern oscillatoire des cerveaux lorsque les humains sont dans des états modifiés de conscience. Et ensuite, c'est associé à différents types de mécanismes. Je ne vais pas forcément rentrer dans le détail. Synchronisation. Et on peut avoir aussi des mécanismes qui sont observés, c'est qu'on a des régions dans le cerveau qui vont soit se désynchroniser, c'est-à-dire envoyer des signaux de façon décalée dans le temps, ou au contraire de façon synchrone, c'est-à-dire en même temps, dans le temps. Donc la fréquence des ondes, la synchronicité du dialogue des régions, ce sont des paramètres qu'on va retrouver souvent dans les études en neurosciences, qui sont des marqueurs, par exemple, du fait d'être ou pas dans un état modifié de conscience. Alors, qu'est-ce que le professeur Florent Horry et son équipe ont observé? Donc, encore une fois, on a enregistré l'électroencéphalogramme de Corinne et on l'a comparé à une base de données. Déjà, bonne nouvelle, finalement, l'électroencéphalogramme de Corinne est normal. D'accord ? L'état n'est pas physiopathologique et il est similaire à celui des 80 femmes dans la bande alpha, θ et delta. Mais en fait, il va différer dans les bandes bêta. Donc les ondes bêta, ce sont, disons, les ondes les plus lentes des ondes rapides. Elles sont juste en dessous des ondes gamma. Donc la comparaison avec des femmes qui souffrent de schizophrénie ou de manie ou de dépression révèle que les scores de Corinne correspondent à ceux des femmes dépressives ou schizophrènes dans les ondes bêta élevées et à ceux des femmes maniaques pour les ondes delta et bêta élevées. En fait, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a des similitudes et des différences avec vraisemblablement des schémas, des patterns du cerveau plutôt physiopathologiques. Mais en fait, dans certains domaines, on retrouve des similitudes et dans d'autres, des différences. Et en état de transe, Corinne présente une cohérence réduite dans l'hémisphère droit et une cohérence accrue dans l'hémisphère gauche. C'est ces différences de fonctionnement entre les deux hémisphères dont j'ai un petit peu parlé tout à l'heure, pour l'onde bêta. Donc cette étude, elle a beaucoup mis l'accent autour du signal de ces oscillations bêta, finalement. Et comme pour les méditants expérimentés qui montrent des changements qui persistent à l'état de repos, c'est-à-dire même quand les individus sont en dehors de la pratique méditative, le cerveau de Corinne présente dans l'hémisphère droit une augmentation de l'activité frontale, donc devant, dans les bandes delta et bêta. Donc il y a toujours ces fameuses ondes bêta qui ont été très mises en évidence dans cette étude, en pariétal et dans la bande gamma. Donc en gros, dans le cerveau de Corinne, accessoirement là dans cette étude c'était sur le cerveau de Corinne, des régions frontales sont animées par certaines oscillations et les régions pariétales par d'autres. D'accord ? Donc c'est globalement un peu le pattern qu'il faut retenir, sachant que ces données ne sont observées que sur la base d'une seule personne, d'un seul individu. Et quel individu, j'ai envie de dire, c'est très singulier, qui pratique quelque chose qu'en fait personne dans le monde ne fait, c'est-à-dire avoir un peu transformé la pratique de la transe chamanique pour l'appliquer déjà dans un laboratoire, sans bouger, par la volonté, etc. Donc, ce sont des premiers résultats, c'était les tout premiers résultats. Et donc ces données, finalement, là c'est une autre représentation pour parler du fait que finalement, ce qui ressort de cette première observation, c'est que dans l'hémisphère droit, toutes les ondes sont comme activées. Il y a une puissance plus importante de ces ondes. Il a été montré du coup qu'en état de transe, il y a toujours une augmentation dans l'hémisphère droit des bandes delta et bêta
par rapport à 78 témoins féminins droitières. Donc ce que Corinne est, finalement. Pas un témoin, ça dépend. Donc, là, non, témoin. Donc, à nos deux questions. Donc, il existerait certains parallèles avec les changements de l'EEG chez des patients qui souffrent de troubles psychiatriques. Mais la transe cognitive auto-induite n'est pas un état psychopathologique et ne peut pas être réduit à un phénomène clinique, psychotique ou dissociatif. Ouf, sinon je ne serais pas là. Du coup, il existe une dominance hémisphérique droite généralisée pendant la transe cognitive, voilà. Mais également un passage spécifique du mode de conscience préfrontal antérieur au mode postérieur droit. Donc ça, ce sont des interprétations qui ont été proposées par les auteurs à ce moment-là, encore une fois, sur la base d'une seule participante, pardon. Donc il existe de nombreuses théories sur finalement les fonctionnements des relations entre les deux hémisphères et leur lien avec la conscience. Voilà. Donc, par exemple, là, pour citer ce qui a été partagé dans ce papier, le professeur disait que le passage au mode de conscience dominant vers l'hémisphère droit, plus ancien dans l'évolution, peut aider à transcender les constructions théoriques établies dans l'hémisphère gauche, fondées sur nos interactions développementales et culturelles, et permettre une expérience nouvelle, gestaltiste, de la réalité physique et sociale, conduisant à une prise de conscience qualitativement différente du problème de l'étude. C'est une interprétation, donc, et par la suite, de plus en plus de données en neuroimagerie qui sont en train d'être acquises vont nous permettre de préciser à la fois le fonctionnement, enfin les changements, si vous voulez, de patterns cérébraux pendant cet état-là, et aussi de mieux comprendre quelle est la nature de l'expérience phénoménologique vécue pendant l'état de transe, et quel effet ça a sur notre conscience, avant, pendant et après cet état. Une conscience en mouvement. Alors, oui, ça c'était pour illustrer finalement l'idée générale qui est avancée dans ce papier, qui est une sorte de changement de l'activation de la région frontale vers la région pariétale. Voilà, j'avance rapidement. Donc, le message principal quand même de cette étude, c'est de dire que de comprendre la psychobiologie des états de transe ne va pas seulement aider à les dépathologiser, aux yeux, par exemple, des praticiens, enfin des chercheurs, des cliniciens, mais l'idée, c'est surtout à cette époque-là, déjà, le professeur Florent Henry et Corinne supposer qu'on allait pouvoir aussi les percevoir comme d'autres outils thérapeutiques dans les traitements psychiatriques. Voilà, donc j'étais rassurée quand même. Et en même temps, je m'en doutais, je veux dire, j'ai jamais douté que je pouvais être folle, mais j'étais rassurée parce que l'EEG disait que j'avais un cerveau dans la norme. Alors ma question a été, mais si j'ai un cerveau dans la norme, comment se fait-il qu'en Mongolie, il n'y ait qu'une trentaine de chamans sur une population de 3 millions d'habitants, hein? Donc il y a deux possibilités. Ce que je pouvais imaginer avant, c'est que les chamans avaient un cerveau différent. Et donc cette étude invalidait ça, puisque j'avais un cerveau absolument dans la norme. Ou le son du tambour n'était pas suffisamment efficace. N'était pas un stimulus suffisamment efficace pour déclencher une transe chez la majorité des gens. Ça a été ça mon intuition. Donc je suis partie là-dessus et j'ai contacté des chercheurs avec qui je commençais à réfléchir à tout ça pour leur dire, bon, eh ben, il faut trouver un outil qui soit plus efficace que le son du tambour. Bon, ça a pris quelques années, hein. Mais on a fini fin 2015, je passerai aussi sur la façon dont on a créé tout ça, on en parlera tout à l'heure si vous voulez, mais on a fini fin 2015 à mettre en place une boucle de sons qui sont des sons électroniques, et qui reprennent en fait ce que le tambour faisait sur mon cerveau, mais en étudiant la spatialisation. Parce que moi j'avais des enregistrements de tambour et je disais aux chercheurs, on a fait un enregistrement dans un laboratoire, dans un studio d'enregistrement à Paris, où j'ai joué en transe du tambour. Et après je disais aux chercheurs, ben, là ça a été enregistré correctement avec 6 micros placés un petit peu partout.
Et après j'ai dit aux chercheurs, j'ai dit voilà, là ça me fait de l'effet, là ça me fait de l'effet, chaque fois que ça me faisait de l'effet, en gros ça me faisait un peu loucher. Voilà, c'est empirique, hein, comme... Et là ça marche, là ça marche, là ça marche. Voilà. Donc ils ont isolé ces séquences et essayé de comprendre quelle était la structure de ces séquences. Voilà. À partir de là, ils ont créé des boucles de son. Avec en fait une super boucle de son avec les états qui permettaient, avec les caractéristiques qui permettaient vraiment de déclencher une transe. Mais ça marchait que sur moi, ça me faisait loucher, mais est-ce que ça allait faire loucher Donc on a eu la possibilité en fin 2015 de faire un premier test avec les étudiants des Beaux-Arts de Nantes, qui ont bien voulu tester ces sons. Donc Élie Le Kemener, avec qui on a fait ces boucles de son, est venu pour les passer. Le professeur qui m'invitait des Beaux-Arts était présent aussi. Et c'était Léa Le Bricomte. Et donc on a passé ces boucles de son. Alors là, je ne savais pas du tout si ça allait fonctionner ou pas. Et en fait, voilà le résultat. 80% sont partis en transe comme je l'avais fait, avec des manières différentes, hein, bien sûr. Hein. On vit pas tous la même transe du tout. Chacun vit la transe qu'il a besoin de vivre. Hein. Et c'est ce qu'on a pu observer depuis. Et donc, on a eu vraiment des étudiants qui se mettaient à aboyer, ou à faire l'oiseau, ou à faire des tas de choses, ou simplement des mouvements, comme ça, des mouvements répétitifs qu'on voit souvent dans la pratique de la transe. Donc le corps se met en mouvement. Et en tout cas, ils se sont mis à faire quelque chose qu'ils n'avaient pas décidé de faire. Ça a émergé. Voilà, donc on avait la réponse. En fait, on avait trouvé un outil qui était plus efficace que le son du tambour et qui provoquait une transe sur 90% des étudiants plutôt que 0,001% avec le son du tambour mongol. Donc à partir de là, on avait autant de sujets d'études qu'on voulait, bien que les scientifiques m'aient dit « ouais, mais enfin les artistes c'est facile, ils sont toujours en transe ». Et ils avaient raison. Alors je leur ai dit on va essayer sur vous, hein. On va essayer sur vous. Donc on a pris tout un panel de cliniciens, de chercheurs, de tout profil aussi, de non-artistes, de chefs d'entreprise, de tout ça. Et le résultat était le même. Donc c'était pas une histoire de métier, c'était vraiment une histoire de cerveau. Il n'y avait pas de différence, c'est pas le métier qui déterminait la capacité à accepter la transe. Alors après on a fait des tests avec des étudiants des Beaux-Arts de Liège par exemple. Donc on leur apprend, on a autant de sujets d'études qu'on veut, parce que maintenant j'ai mis en place une méthode qui permet en 2 fois 2 jours d'apprendre aux gens, à accéder à l'état de transe, c'est-à-dire avec les sons qu'on a mis en place, c'est-à-dire d'identifier pour eux et de vivre cet état de transe, de façon à être capable de le reproduire par la volonté. Donc, le premier week-end ou premier 2 jours, on leur montre ce que c'est que la transe, on leur fait vivre ce que c'est que la transe, et deuxième module, on leur apprend à auto-induire cet état. Donc, ce qui fait qu'à peu près en 4 jours, on est capable d'auto-induire la transe, c'est-à-dire de la déclencher par la seule volonté. On est complètement autonome, on n'a plus besoin des boucles de son, ni de quoi que ce soit. Et alors après, il faut un peu d'entraînement quand même. C'est comme tout apprentissage, c'est-à-dire qu'on connaît l'état, on est capable de l'auto-induire, mais il faut travailler l'auto-induction. Donc on dit qu'il faut à peu près 2 mois d'entraînement après cette formation, s'entraîner à auto-induire. Parce que l'état de transe, il est déjà dans nos cerveaux. C'est une configuration que propose le cerveau, par exemple, dans les situations d'urgence. Qu'est-ce que c'est les situations d'urgence? On a plus de force, on ressent moins la douleur, on se met à faire quelque chose qu'on n'a pas forcément décidé de faire, on se dit mais pourquoi j'ai fait ça? Comment ça s'est... Vous voyez? Donc ce sont vraiment les caractéristiques de la transe. Donc il faut bien comprendre que le cerveau vit des états de conscience différents en permanence. Ça on le sait, hein, du matin au soir, le cerveau change de configuration en permanence. Il n'y a pas un état ordinaire de conscience, il y en a plein. C'est comme une mélodie, et si on voulait réduire la mélodie à une note, c'est une mélodie, un état de conscience. Voilà. Donc, toute la journée, notre cerveau va adapter notre état de conscience à la situation à laquelle on doit faire face pour être le plus performant possible. Donc, dans ces configurations, en fait, les états qu'on appelle aujourd'hui modifiés de conscience, ils devraient être des états, ils devraient s'appeler aussi états ordinaires de conscience, parce que c'est de toute façon les états que notre cerveau propose. La configuration, elle est déjà là. Donc, ce qu'on a identifié aujourd'hui comme étant de la méditation, par exemple, c'est un état qui est déjà dans le cerveau, dont on a appris à déclencher l'état par la volonté, par certaines techniques,
L'auto-hypnose, l'hypnose sont des états qui sont de toute façon déjà des configurations que propose le cerveau, simplement on a appris à le déclencher à volonté. Et bien idem pour la transe qu'on a appelée cognitive, dans la mesure où on avait démontré que c'est un état que la plupart des gens pouvaient y accéder. Et pourquoi auto-induite? Parce qu'on on apprend à l'auto-induire, justement, à l'induire par la seule volonté. Donc tous ces états, ils sont déjà dans le cerveau. Donc ce qu'on vous apprend, c'est pas la transe, puisque la transe, elle est déjà là, à plus ou moins grande intensité, mais ce qu'on vous apprend, c'est à la déclencher et à déclencher l'état par la volonté. Donc on l'a fait avec des étudiants, bien sûr, des beaux-arts, et voilà une étudiante à qui on apprend la transe, et qui doit apprendre à dessiner en même temps qu'elle est en transe, parce qu'on peut très bien faire cohabiter les deux états, hein, vous verrez. Et son objectif à cette étudiante, c'est d'arriver à dessiner le mouvement. Ça fait des années qu'elle essaie de dessiner le mouvement, elle n'y arrive pas, parce qu'elle fait des performances. Et en quelques temps, avec la pratique de la transe, légère inhibition du cortex préfrontal, donc on s'autorise, il y a moins d'autocensure, on s'autorise beaucoup à faire pas mal de choses. Et voilà ce qu'elle a réussi à faire. Voilà. Et c'est quelque chose qui est sorti justement, où le mental, le contrôle et la transe cohabitent. C'est-à-dire que quand on fait cohabiter les deux états, on arrive à produire quelque chose qui est à la fois du spontané et quelque chose qui est académique, on va dire. Donc ce qu'on appelle le beau normatif et le beau intuitif. Alors à partir de là, on a pu commencer une collaboration avec le CHU de Liège, l'équipe du professeur Steven Loreis, neurologue, et les docteurs Olivia Gossery et Audrey Van Odenhuis. Le 1er avril, on fait une conférence au Grand Rex où elles vont venir présenter les résultats dont je vais parler ici. Les premiers tests, ils ont été sur moi, parce que j'étais le premier sujet. Et après, on a dit, on fait d'abord sur vous, puis après, on fera sur une cohorte, puisque maintenant, on a autant de sujets d'études qu'on veut. Et voilà, donc ils ont fait tout un tas d'études, donc IRM, PET scan, stimulation magnétique transcrânienne, et EEG. Vous voyez que là, le nombre d'électrodes, c'est 256 électrodes, donc c'est EEG haute densité qui nous donnait davantage de résultats. Donc ils seront détaillés, ces résultats, par Audrey le 1er avril. Voilà une première image qui est vraiment caractéristique de ce qui se passe pendant la transe, particulièrement dans les bandes de fréquence bêta, sur le cortex, hein, c'est ça. Donc il y a vraiment une diminution de l'activité, de la connectivité pendant la transe au niveau du cortex par rapport à l'état de conscience ordinaire. C'est bien évident. Donc comment on fait le protocole pour faire justement ces protocoles et pas trop nous frustrer quand même? On déclenche une transe normale, c'est-à-dire en faisant tous les mouvements, les sons que vous avez pu voir au début. Hein, donc chaque transeur va faire une transe comme il a envie de la faire, et au bout d'un moment, 2-3 minutes, il est chargé de visualiser les sons et les gestes au lieu de les faire. Donc il ne bouge plus. Voilà, donc vous voyez qu'à un moment, pouf, 1, 2, 3 soleil, on ne bouge plus. Ça fait à peu près ça, voilà. Donc on reste dans la position dans laquelle, la dernière, voilà, on calme tout, et là on sait qu'ils doivent déclencher l'enregistrement EEG. Là, je ne sais pas ce que c'est. Ah oui, c'est la TMS. C'est toi. Oui, d'accord. Attends, comment je l'arrête? Vive la transe. Vous avez vu, ça fait du bruit dans les hôpitaux. Hein. Voilà. Alors, TMS, c'est-à-dire qu'ils veulent avoir une étude en stimulant le cerveau avec la stimulation magnétique transcrânienne. Et donc ils doivent chercher les points répondants. Donc il y a un bout de cette étude qui est publiée dans Clinical Neurophysiology, la revue. Elle est aussi sur le site de Transscience, donc vous pourrez la lire parce que moi je suis pas capable de vous l'expliquer. Et donc tout ce que je peux vous dire, c'est que au bout de 600 stimulations, là, du bec de Pivert, vous connaissez la stimulation magnétique transcrânienne? C'est un petit appareil qui vous envoie une stimulation, un petit truc magnétique. Donc ça fait pas mal du tout, ça fait juste un petit, comme si vous aviez un petit bec d'oiseau qui vous fait, voilà. Mais quand il y a 300 fois, 400 fois, 500 fois sur le même point, c'est la goutte d'eau, à un moment, ça commence à énerver gravement. Et en plus,
j'ai le cou comme ça, parce que pour pouvoir... Enfin, il y a bien un petit coussin, hein, mais et voilà, donc j'ai mal au cou. Enfin, je râle. Je suis pas contente. Vraiment, j'en ai ras-le-bol des examens. Ça fait 3 jours que je passe dans toutes les casseroles, là. Et j'en ai marre. Et donc, vous allez voir à quel point la pratique de la transe va me permettre d'exprimer ce mal-être. Et non seulement elle va me permettre de l'exprimer, mais je vais terminer en vivant une expérience d'extase. Voilà. Donc la douleur a disparu. La sensation, après en plus j'ai un bruit blanc dans les oreilles, parce que vous savez, parce qu'il y a le G en même temps, quand ils envoient un truc, ça fait un petit bruit, ça fait clac, clac, et donc l'oreille entend le signal, et donc ça se traduit sur le EG. Donc il ne faut pas que j'entende le signal. Donc on met un bruit blanc dans mes oreilles, avec des mousses jaunes, et puis j'entends aussi fort, jusqu'à ce que j'entende plus le clic, clic, clic. Voilà. C'est bien comme condition. Donc voilà, donc vous allez voir la tête que j'ai quand même. Vous allez voir au début vraiment la colère, l'expression de vraiment ça grince, quoi. Vous avez entendu, hein, ça grince. C'est génial. Vous voyez comment on se fait plaisir avec rien? Une petite transe et hop, ça repart. Voilà, donc la transe, là on voit à quel point elle a permis de transformer un état émotionnel très rapidement, hein, parce que ça a pris pas très longtemps, 10 minutes, un quart d'heure. Et non seulement elle l'a transformé, mais en plus elle a provoqué, elle est allée en moi chercher des ressources qui permettaient de transformer totalement l'expérience en quelque chose de magnifique. Donc cette deuxième étude, une étude de cas, là encore, toujours sur le cerveau de Corinne, notre seule participante à ce moment-là, était du coup d'évaluer les modifications qui étaient induites par la transe de réactivité de réponse cérébrale, c'est-à-dire la stimulation TMS en fait perturbait finalement le fonctionnement général du cerveau, et donc en fait on essayait de voir. Moi, j'ai pas révisé cette étude, mais Olivia Bosseris, Audrey Van Adenois ont tenté en fait d'identifier quel changement la transe permettait de réactivité cérébrale, en le combinant justement à des enregistrements EEG. Donc, ces fameux potentiels cérébraux, les potentiels EEG, ils ont été enregistrés les yeux fermés pendant l'état de repos et pendant la transe. Et en fait, après chaque session de stimulation, où on envoie des petits signaux électriques pour perturber le fonctionnement du cerveau, Corinne a exprimé son expérience subjective, elle a noté sa perception du temps, c'est-à-dire à quel point elle a évalué la durée de l'expérience, son niveau d'excitation, son état d'éveil, c'est-à-dire son niveau d'absorption, et son niveau de dissociation, à quel point elle se sentait en fait séparée mentalement de son environnement. Alors, le ressenti déjà subjectif, le vécu finalement subjectif de la transe. Pendant la transe, Corinne, elle s'est sentie plus éveillée. Elle a ressenti une dissociation donc plus élevée, et elle a évalué en fait le temps de façon un peu distordue. C'est-à-dire qu'elle a perçu 8 minutes pour la session frontale et 2 minutes pour la session pariétale. Quand je dis session frontale et session pariétale, ça représente les endroits où en fait la stimulation était réalisée, soit au niveau frontal, soit au niveau pariétal. Donc contre 15 minutes pour le repos. Donc on voit pour l'état de repos. Donc on voit bien quand même l'effet qui est assez commun, qu'on retrouve très souvent, cette idée de distorsion du temps. Donc la durée réelle, c'était 15 minutes. Et en fait, là, ce qu'on vous partage, c'est le récit que Corinne partage, du coup, de ce qu'elle a vécu pendant cet état, au moment de la stimulation frontale et au moment de la stimulation pariétale. Donc ça va faire écho avec la vidéo que vous avez vue. Donc j'ai eu la vision d'un samouraï. C'était un samouraï, avec un chant bien ancré. Puis j'ai vu un personnage féminin harmonieux qui semblait venir de Thaïlande, avec un chant aigu. Après, il y avait des mouvements d'harmonisation. Et il y avait une spirale qui essayait d'attraper le petit pic qui était sur ma tête. Donc on voit très bien ce qu'est le petit pic. C'est des mouvements comme ça, j'essaie d'attraper ce truc-là. Et d'autres sons sont arrivés avec la sensation qu'ils travaillent sur le corps pour rétablir l'harmonie. Donc ce qui ressort de ce récit, d'une part, c'est il y a vraisemblablement une très forte imagerie visuelle,
C'est associé aussi à, à des mouvements, donc il y a la présence a priori du corps qui joue un rôle très important pendant cet état-là. Et alors le second récit que Corinne nous partage, c'est lorsqu'il y a la deuxième stimulation, c'est j'ai vu une petite fourmi et ensuite j'étais cette fourmi. Donc d'une part il y a vraisemblablement un changement dans la représentation de ce qu'on est, de ce qu'on ressent. Donc il y a une altération des sensations, une altération de la sensation de soi. Je suis montée dans un arbre, puis je suis tombée de l'arbre. Après j'ai eu des visions d'insectes et de gros lézards. J'ai vécu une nouvelle transformation avec le sentiment de devenir autre chose, comme un iguane. Puis ma langue a commencé à sortir avec la sensation de la langue d'une tortue. Donc ce qu'on retrouve beaucoup dans ce récit, c'est des sensations qui sont changées et qui ne lui appartiennent pas aussi. C'est-à-dire, on a l'impression qu'elle ressent quelque chose qu'elle n'est pas. Donc là encore, ça suppose des phénomènes d'altération des mécanismes sensoriels, somatosensoriels, qui sont vécus pendant la transe. Après, il y avait des sifflements de serpents. Je suis passée par tous les reptiles. J'avais un sentiment de joie, j'avais envie de rire. Donc, il y a également des vécus émotionnels pendant la transe, qui là, pour Corinne, semblent très joyeux, très gais, mais qui peuvent passer par tous les côtés, les valences et leurs intensités. Et puis, ma respiration a changé, elle est devenue très lente. J'ai compris que ma langue était à l'endroit parfait, et j'ai pensé... La transe m'apprend à mettre ma langue pour ralentir l'expiration afin d'induire un sentiment d'extase. Ensuite, ce fut une joie pure, un bonheur total et une énorme expansion de ma perception de moi-même. C'est cool, ça a l'air stylé. Donc on veut ça, globalement. Donc là, ce qui est à la fin de son récit, ce qui est partagé, c'est vraiment donc, des émotions qui sont très fortes, qui vont s'apparenter à ce qu'on appelle des émotions, l'extase, la notion de transcendance, et aussi un changement, encore une fois, sur la perception de soi. Donc là, elle rapporte une expansion de sa perception. Donc en tout cas, on peut supposer une altération du sens de soi. Ça, c'est quelque chose qui est très commun, finalement, qui est commun dans les états modifiés, je vais les appeler petit à petit les états non ordinaires de conscience. Même si je sais que tu vas les appeler ordinaires. Ça arrive, ça arrive. Ça va venir. Ça va venir. Pardon. Donc là, rapidement, donc ce sont les tracés qui sont obtenus du signal EEG, donc en haut lorsque la stimulation est frontale et en bas lorsque la stimulation est pariétale. Donc, je ne vais pas rentrer forcément dans le détail de ces données, néanmoins, ce qu'on observe, c'est on observe une augmentation en fait, toutes les mesures EEG augmentent lorsqu'on est dans l'état de transe, lors de la stimulation du cortex frontal, tandis que la plupart des mesures diminuent avec la stimulation pariétale. Et donc, là encore, il y a des interprétations de ces résultats qui sont faites par les auteurs. Et alors, elles donnent des pistes très précieuses pour essayer de comprendre ce qui se passe pendant cet état. Mais on les prend aussi avec des pincettes parce qu'elles ne sont obtenues que pour une personne. Mais l'hypothèse, par exemple, de l'augmentation des réponses cérébrales pendant la stimulation frontale, d'une part, ça pourrait être lié, être associé à une attention focalisée sur finalement le flot d'informations internes, des stimuli internes. Donc ça, c'est quelque chose qui va revenir, qui va être observé dans aussi d'autres états modifiés de conscience. Et une activation accrue dans les régions prémotrices, donc la visualisation de mouvements, induite par l'imagerie mentale des mouvements, des sons et des scènes visuelles. Et à l'inverse, la diminution des réponses cérébrales pendant la stimulation du cortex pariétal, alors elle pourrait être liée, ou en tout cas participer à expliquer une conscience, disons, altérée, réduite de l'environnement extérieur, une moindre conscience de l'environnement, et donc à une application plus faible des zones pariétales pendant un état où l'activité cognitive et de pensée est accrue. Et petite transition, du coup, donc c'est à Liège, au CHU, avec toute cette équipe que les premières études en neuroimagerie sur la transe se sont lancées, initiées. Donc là, maintenant, il y a un ensemble un gros programme de recherche, tant fondamental que clinique, qui est en cours. Et donc, la première étude qui a découlé en fait, de ces deux études de cas,
Cette fois, c'est une étude réalisée sur un groupe, donc sur une population, pour pouvoir observer des tracés moyens de cerveau, avoir une représentation moyenne de ce qui se passe dans le cerveau des individus, jugés comme étant sains, même si le terme sain est questionnable, mais en tout cas pas diagnostiqué, voilà. Pour comprendre ce qui se passe pendant cet état par rapport à un état de repos, mais aussi par rapport à d'autres états modifiés de conscience, parce que c'est la grande question, c'est de se dire quelles sont finalement les similitudes et les différences de cet état particulier qui est induit par la volonté par rapport à d'autres états comme la méditation, la relaxation, l'hypnose, ou même encore des états qui sont induits par des psychédéliques. Donc la première étude qui est en cours d'analyse et qui sera, qui est là terminée, mais qui sera présentée aussi le 1er avril au Conrex par Audrey, une autre Audrey, Van Oldenois, et donc ce sont des données sur la base d'une population de 27 transeurs, donc qui ont été confrontés, qui ont dû réaliser différentes disons, conditions, états, donc être dans un état de repos, être dans un état de transe, être dans un état de transe, enfin, imaginer être dans un état de transe, être dans un état de repos avec de la musique, pour pouvoir, en fait, avoir des situations contrôle de comparaison de ces différents états. Donc, il y a vraiment deux enjeux principaux dans, finalement, la démarche de recherche et l'expansion, l'étendue un peu des connaissances scientifiques que l'on a de cet état, c'est que d'une part, maintenant, on a la possibilité de travailler sur des groupes de participants et donc avoir finalement des signaux moyens globaux qui sont plus représentatifs que juste toi. Mais en tout cas, c'est la loi des statistiques, en fait, c'est-à-dire que voilà, travailler sur des cas uniques, ça donne des informations parfois essentielles et primordiales pour faire avancer la recherche, mais en fait, elles ne représentent pas ce que les humains en moyenne sont. Même si, bon, parfois même les études sont obtenues sur des tellement petits échantillons que là non plus, ça ne marche pas. Et aussi, c'est l'histoire de la condition contrôle. C'est-à-dire d'avoir une condition pour pouvoir comparer, pour être bien sûr que ce qu'on a observé, c'est un effet de la transe et non pas un effet d'une sous-dimension de la transe qui n'est pas la transe. Donc là, voilà, je vous laisse imaginer qu'est-ce que c'est qu'une condition contrôle d'un état de transe. Donc tous les chercheurs se tirent les cheveux dans tous les sens pour, dans chaque étude, essayer de trouver la bonne manière de contrôler ce qui se passe quand les gens sont dans cet état. Donc voilà, parfois même il nous en faut deux de situation contrôle, tellement c'est compliqué. Bref. Et les tout premiers résultats du coup de cette étude de groupe, donc je ne vais pas vous parler, alors là ce sont les scores obtenus, c'était les scores obtenus sur le groupe donc sur un petit pool parmi les 27 de 7 participants. Donc leur ressenti subjectif, donc au niveau par exemple de l'évaluation du temps, du niveau de bien-être, de l'harmonie, de l'intensité des perceptions, des changements de perception extrasensoriels ou intrasensoriels, les sorties hors du corps, l'état de transcendance, de connexion avec le monde, etc. Donc il y a tout un panel de ressentis subjectifs qui se sont évalués. Et donc, par exemple, le score en état de transe sont de 13, alors le score en état ordinaire est de 1. Alors on a là aussi, alors ça c'est une autre étude qui est en cours, qui vise à essayer de mieux comprendre, enfin d'analyser finalement quelles sont la nature des expériences vécues. En fait, là ce que vous voyez, ce sont des nuages de mots qui ressortent dans les discours qui sont partagés après le vécu. Donc suite à un état plutôt imaginatif, imaginaire, un état de transe, la condition repos et imagination, et la condition, alors, transe et transe plus musique. Je pense que c'est ça. Et là, on avait des petits bips dans les oreilles. Ok. Donc, voilà, donc c'est une étude qui est en cours, qui est conduite par le professeur Antoine Bioy et la professeure Marie-Carmen Castillo. Voilà, donc c'est en cours d'analyse. Donc ça vise principalement parce que c'est aussi d'une très grande richesse, c'est d'essayer de mieux comprendre qu'est-ce qu'on vit finalement dans cet état
mais sur la base des ressentis des individus, pas sur la base des données finalement électroencéphalographiques. Alors, petite transition, donc là, en gros, c'était vous présenter tout ce qui a été fait, disons principalement avec Corinne. Là, l'idée maintenant, c'est plutôt d'aborder tout ce qui est en cours et tout ce qui va être fait. Enfin, évidemment, c'est non exhaustif, mais c'est surtout là d'ouvrir des perspectives de réflexion aussi vers des enjeux d'application clinique. On a dit qu'on s'arrêtait à midi ? Oui. Ok. Ça va, vous tenez tout ? Ouais. Alors, donc avant de rentrer un petit peu plus peut-être dans le détail des études et des travaux, ce qu'on voulait là, c'était aussi replacer la transe. Enfin, je pense que vous l'avez compris, la transe, c'est pas un phénomène magique, c'est pas réservé forcément. Enfin, en tout cas, la transe telle que là on en parle et telle qu'on va essayer de l'étudier, c'est pas un phénomène magique réservé à une toute petite population d'individus. Là, c'est perçu, c'est instauré comme un mécanisme qui est à la portée de tous et qui est en fait une capacité que notre cerveau a, en gros. Et donc c'est un état mental qui fait partie de ce qu'on appelle du coup les états non ordinaires de conscience, qui tend à être la nouvelle appellation de ce qu'on appelle les états modifiés de conscience. Donc au même titre que d'autres états avec lesquels vous êtes sans doute plus familiers, qui sont, peut-être plus familiers, la méditation, l'hypnose, le rêve lucide, les expériences de mort imminente, alors j'espère pas celle-là, mais voilà. Donc un point quand même assez important, c'est une étude assez vieille, mais néanmoins qui partage le fait que c'est pas du tout rare en fait de vivre cet état, comme Corinne le disait, c'est quelque chose c'est une sorte de continuum en fait. Au sein d'une journée, notre conscience par moment va être changée. C'est pas quelque chose forcément de très renversant comme on pourrait l'imaginer, ça arrive en fait spontanément. Mais surtout dans les sociétés humaines, 90% d'entre elles, de nos sociétés, en fait, elles ont institutionnalisé ces états, l'utilisation de ces états, la pratique d'un ou plusieurs états altérés de conscience comme ayant un rôle en fait à jouer dans notre société pour aider les humains. Altéré dans le sens de modifier. Altéré dans le sens de modifier, pas. Altéré dans pas. État non ordinaire. Donc en gros, ces états modifiés, c'est vraiment quelque chose qui est commun chez l'humain. Encore une fois, je me répète, mais qui va survenir spontanément ou qui peut être induit par des pratiques, des rituels, des substances. Et alors, c'est quoi voilà, depuis tout à l'heure, on est là, non ordinaire, ordinaire, conscience modifiée. Voilà. Du coup, c'est quoi un état de conscience ? Enfin, c'est très compliqué à définir, en fait. L'idée, quand on parle d'altération de l'état de conscience, c'est, pour chaque individu, c'est de se dire, en fait, là, j'ai une représentation de ce qu'est mon état normal de conscience, et d'un coup, je sens que j'en dévie. Je sens qu'il y a un changement dans, par exemple, mon rapport au monde, mon rapport à moi. C'est ça, en fait. C'est vraiment une déviation dans l'expérience subjective. Quand je dis dans l'expérience subjective, c'est dans ce que chacun d'entre nous ressent, ou dans le fonctionnement psychologique, par rapport à certaines normes que l'on a, et de la conscience à l'état de veille. Et donc la transe, comme les autres états modifiés de conscience, va créer finalement un changement dans notre manière de traiter les informations qui viennent de nous, ou des informations qui viennent du monde extérieur. Et aussi, par exemple, des informations, quand je dis des informations qui viennent de nous, par exemple, qui viennent de nos pensées, de notre corps, même induire un changement dans notre identité, peut-être. Mais aussi, et c'est ça, moi, qui m'intéresse tout personnellement, c'est dans notre rapport à autrui. Alors, ce schéma, il n'a pas forcément valeur scientifique, mais c'est plutôt pour illustrer un élément qui est assez commun aussi des états modifiés, des états non ordinaires de conscience, qui est qu'associé à ces états, on parle d'états qui sont non pathologiques, qui sont spontanés, provoqués, qui s'arrêtent, voilà. Donc en fait, ils vont varier dans le niveau d'absorption que l'on a dans cette expérience. Donc le fait d'être absorbé dans quelque chose, je pense que vous vous représentez assez bien, par exemple quand vous êtes
je sais pas, vous êtes investi dans une tâche, vous êtes très concentré, vous ne voyez pas le temps passer, ou même parfois vous prenez votre voiture, vous conduisez, puis d'un coup vous vous rendez compte que vous êtes arrivé à votre point de rendez-vous, mais que vous ne savez pas comment vous êtes arrivé là. Bon, c'est ça, l'absorption, ça peut être soit d'être... C'est en fait un changement, un engagement différent dans notre environnement sensoriel. D'accord ? L'absorption, ça définit aussi la transe. Enfin, c'est une dimension, pardon, qui est propre, qui existe dans la transe, comme dans les autres états non ordinaires de conscience. Donc, le niveau d'absorption que les individus vont avoir, il va varier en fonction des états. Donc, là encore, ce schéma, il est plutôt pour vous faire passer l'idée qu'il existe dans les autres états. Et que aussi le niveau d'absorption des individus va varier en intensité dans ces différents états. Et donc certains auteurs avancent, enfin des chercheurs avancent, par exemple, que la manière avec laquelle on va créer cette absorption, ça vient de changements de notre attention. Et qu'en fait, c'est des différences d'orientation de l'attention qui vont créer le fait qu'on soit très engagé dans la tâche et qu'on oublie le monde extérieur, et qui serait à l'origine finalement des variations de l'état de conscience.